Louis-Napoléon Bonaparte n'étant poussé par aucun parti ni mouvement populaire, il s'en vengea par un coup d'État qui lui octroya tous les pouvoirs. On en demande trop aux despotes. Comment Louis aurait-il pu se douter qu'un jour, la seule gloire de son règne serait d'avoir favorisé, contre son gré, l'éclosion de quelques-uns des plus grands talents de la peinture française. En 1851, quand Louis-Napoléon viole la Constitution pour asseoir sa dictature, Pissarro a 21 ans, Manet 19, Degas 17, Cézanne 12, Monet 11 et Renoir 10. Si les artistes choyés par le régime sont aujourd'hui tombés dans l'oubli, la gloire de ces jeunes révolutionnaires en colère comme les baptisa Zola ne se dément toujours pas. Éternel pied de nez au pouvoir quand on songe que le ministre de la Culture ou surintendant des Beaux-Arts, comme on l'appelait à l'époque, n'hésita pas à qualifier les peintres de Barbizon, précurseurs des impressionnistes, de démocrates qui ne changent pas de linge et veulent s'imposer aux gens du monde. Nous avons vu Monet, l'un des géants de la peinture à mon sens, nous verrons bientôt Manet, qui les influença tous. Sachez déjà qu'un jour, dans les galeries du Louvre, Manet fut frappé par l'audace d'un étudiant occupé à copier Velázquez, et l'on peut se demander lequel, de Manet ou Degas, car c'était lui, eut le plus d'influence sur l'autre. Ils étaient parfaitement d'accord sur un point, arracher à la vie son côté épique. Pour le reste, Manet se plaisait à charmer, quand Degas s'acharnait à déplaire. Ce n'est pas d'aujourd'hui, dit-il un beau jour à Manet, que je sais à quel point vous êtes un bourgeois. Et leur amitié forcément fut ébranlée par cette rivalité. Manet, écrivit encore Degas, est au désespoir parce qu'il ne peut être fêté et décoré. C'est un esclave de galère enchaîné à la rame. Et il osa crucifier, alors qu'il l'appréciait, le brumeux Eugène Carrière d'un Watteau à vapeur, qualificatif dont Proust fit ses choux gras. L'ambition d'Edgar Degas était de renouveler la peinture d'histoire comme on le voit dans ses premières toiles, où il tente de donner le sentiment d'une réalité prise sur le vif, mais il abandonna le genre après sa rencontre avec Manet. Il se consacra alors au portrait d'une part, cherchant à restituer la psychologie de ses modèles en les croquant dans leur intimité, à l'opéra d'autre part, fréquentant des restaurants de musiciens, puis les corps de ballet. Des petits rats de l'opéra, il dira bien des années plus tard, les danseuses ont cousu mon cœur dans un sac de satin rose, un rose un peu fané, comme leurs chaussons de danse. Regardez le foyer de la danse à l'opéra de la rue Lepelletier, où la chaise au premier plan, les jeux de miroirs et la lumière donnent une extraordinaire impression de vie, d'art et de vérité. Parallèlement, Degas s'invite aux courses de chevaux, et l'on voit que sur la piste comme sur le parquet, c'est le mouvement qui l'intéresse, bien qu'il se distingue de ses amis impressionnistes par son peu de goût pour la peinture de plein air. Tout au contraire, il a la certitude que ce mouvement ne peut être restitué que dans l'atelier et qu'il faut des dizaines et des dizaines de croquis pour y parvenir. Profondément solitaire, préférant être qualifié d'indépendant, Edgar Degas ne s'en sentait pas moins solidaire des impressionnistes, désapprouvant l'attitude de Manet et allant jusqu'à créer un journal pour défendre la cause commune. Ainsi, le misanthrope de la peinture participa-t-il activement aux 6 premières expositions du groupe. Craignant de perdre la vue, il privilégia le pastel, poussant cette technique dans ses derniers retranchements, vaporisant par endroits sur ses épaules de l'eau bouillante, puis labourant à la brosse la pâte ainsi obtenue. Mais génial ou pas, chaque être a sa part d'ombre et l'immortel Degas se plut à écorner sa légende. Parmi les portraits de groupe qu'il a laissés, entre les danseuses et les jockeys, on trouve ce banquier au nez crochu, discrète mais terrible concession à l'antisémitisme de son époque. 15 ans plus tard éclata l'affaire Dreyfus, où Degas se fourvoya, allant jusqu'à rompre avec ses plus fidèles collectionneurs et amis.